Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, cette nouvelle présentation d'un deuxième film de Robert Aldrich. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, sorti en 1962 avec Bette Davis et Joan Crawford? C'est un film qui a coûté environ 1 million de dollars, il en a rapporté 9,5 d'après ce que j'ai pu trouver sur internet. Il a eu de bonnes critiques et des nominations aux Oscars. Il dure 2h14 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h14? Alors attention, c'est assez lourd au début. C'est l'histoire de deux sœurs, Jane et Blanche Hudson. Jane est une sorte de enfant vedette qui chante et qui danse dans les années 20. Elle est surnommée Baby Jane et grâce à son succès, elle fait vivre toute la famille. Mais avec l'adolescence, eh bien, le public l'a un petit peu oublié et sa sœur Blanche prend le relais en étant une actrice de cinéma renommée et plutôt appréciée du public. Et suite à un terrible accident de voiture, eh bien, la pauvre Blanche, elle est un petit peu coincée dans un fauteuil roulant. Elle devient dépendante de sa sœur déchue. Et cette situation sera l'occasion pour Jane, pour Baby Jane, de se venger de sa sœur. Oh là là, un programme psychologiquement instable. C'est un excellent film, je vous le dis tout de suite d'emblée. Alors, encore une fois, une surprise, un délice de cinéma. Vous savez, le fait que vous ne savez pas ce que vous allez regarder, il y a un tel contraste entre les scènes du début et le corps même du film. Le début m'a vraiment refroidi, mais dès qu'on rentre dans le cœur du film, alors là, c'est un véritable plaisir de découvrir le film la première fois et de voir un petit peu comment tout va se dégoupiller. Et ce fut véritablement aussi un plaisir de chercher des informations sur ce film. Alors j'ai perdu quelques notes, il y a toujours une énorme frustration quand ça m'arrive, mais j'ai pu récupérer quand même pas mal d'informations. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une véritable guerre d'ego entre les deux femmes. Conflit intra- et extra-film. Je ne suis pas là pour vous rapporter tous les problèmes qu'il y a eu. Il y a pas mal de livres qui en parlent. Il y a, je crois, pas de livre en VF qui retrace l'histoire de cette production avec exactitude. Il faudrait plutôt chercher du côté des Américains. Il y a un livre qui a été plusieurs fois cité, c'est Betty and Joan, The Divine Feud, qui est sorti, je crois, en 89 et qui a eu une ressortie en 2017. C'est un livre de Sean Considine qui retrace, je n'ai pas vu le livre, je ne l'ai pas lu, mais qui retrace, semble-t-il, la production de ce film et le conflit entre ces deux actrices. Le conflit, c'est le mot qui désigne le film. Je vais donc vous en parler en long, en large et en travers. Je vous incite vraiment à regarder le film avant de regarder cette vidéo. Il n'y a pas de grande révélation et celle qu'on pourrait considérer comme une grande révélation arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe et n'est pas forcément nécessaire pour le plaisir du film. Je vous en parlerai quand même pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, mais généralement, je vous invite plutôt à regarder le film. Il est vraiment de qualité et à revenir après pour écouter un petit peu mon avis et ce que j'ai à dire. Alors, on commence avec une scène qui met en valeur l'enfant star. Les enfants stars, vous savez, ces petits génies qui font du piano à 4 ans ou des choses comme ça. Ici, c'est Baby Jane qui danse et qui chante devant un public assez important. Et après, bien sûr, c'est la vente de merchandising avec des poupées à son effigie et tout ça. C'est absolument affreux. C'est littéralement la violence des enfants stars, manipulés par les enfants. On le montre très bien dans cette scène où le père est assez dirigiste tout en étant extrêmement souriant pour la foule. Toute cette hypocrisie est déjà terrifiante, cette glace déjà le sang dès le début du film. Et puis après, nous basculons sur le sujet des conséquences du succès d'Hollywood et finalement les dysfonctionnements qui en résultent. Une sœur a du succès et veut essayer de faire en sorte que celle qui n'a pas du succès en ait un petit peu. Donc on fait miroiter des contrats avec des clauses et tout ça. Alors moi, si je fais un film là, il faut qu'elle en fasse là aussi et tout ça. Donc les productions se portent un poids à côté d'une poule aux œufs d'or. Donc ça devient très compliqué pour eux. Les personnages dans le film subissent énormément leur passé, que ce soit le personnage de Blanche qui a ce passé glorieux et le personnage de Baby Jane qui a aussi un passé glorieux mais beaucoup plus lointain et elle a subi beaucoup plus les inconvénients de l'âge
Et finalement, son souvenir lointain est tellement lointain que tout ce qui lui reste à l'esprit, c'est la présence beaucoup trop encombrante dans la famille du succès de Blanche. Ça amène à un film qui est un drôle de film, un drame, un film d'horreur ou d'épouvante. Il y a quelque chose d'horrifique, je trouve, dans le film, dans certaines utilisations du personnage, dans certains éclairages aussi, mais il se tend peut-être plus vers le thriller psychologique, puisqu'on a quand même du meurtre, on a de l'angoisse via le devenir en fait de ces cadavres qu'on essaye de faire disparaître. Donc là, on n'est pas simplement dans le drame, on pourrait dire que c'est un drame psychologique simplement, mais il y a une idée d'enquête au bout d'un moment dans le film, et de quelque chose qui est de l'ordre de la tension. On crée de la tension. Un drame psychologique n'a pas forcément beaucoup de tension. Ici, il y a une tension parce que la Blanche, elle sent l'étau se resserrer sur elle et essaye de s'échapper, ou en tout cas d'avertir les gens. Et c'est là que c'est... Alors là, c'est typiquement Hitchcockien. Là, on est dans les racines d'Hitchcock ici, littéralement. J'aime beaucoup cette catégorie, thriller psychologique. On sent déjà quelqu'un qui essaie de jouer aux marionnettes avec les personnages. On retrouve d'ailleurs les mêmes idées de psychologique, de domination, de contrôle dans d'autres films, comme par exemple un film un peu plus récent qui est Misery avec James Caan. Donc je vous avais déjà fait une review de Rollerball. Alors James Caan, là, il est coincé dans un chalet, il doit terminer un bouquin pour une folle, voilà. Donc, et il est aussi limité en fait en termes de déplacement. Il a eu un accident de voiture et il ne peut plus se déplacer. Donc il y a vraiment quelque chose de malsain, une grande injustice dans le traitement d'un personnage par rapport à l'autre. Il y en a un qui peut se déplacer, un autre qui ne peut pas. Il y en a un qui a le pouvoir de décision et l'autre n'a rien pour lui. Et pourtant, cette deuxième personne qui est réduite, eh bien elle existe. Elle existe et elle essaye d'exister dans le film même, à essayer d'avoir une valeur. Et c'est généralement la personne à laquelle on s'identifie, nous les spectateurs, qu'on s'identifie à la personne la plus réduite. Et il y a quelque chose de la frustration du spectateur qui a envie que cette personne réduite puisse s'exprimer, puisse actionner littéralement. Et quand elle l'actionne, du coup, elle est sous pression de la présence de celle qui peut bouger, de celle qui peut avoir le potentiel d'expression maximale. Donc là, je suis en train un peu de théoriser, mais c'est littéralement l'enjeu de ce film, c'est espérer que Blanche s'en sorte, que Blanche puisse s'exprimer sans être bloquée par la présence de sa sœur Jane. Cela passe donc par une écriture de situation. Une écriture qui amène justement à ce genre de conflit, à ce genre de pression. Et c'est une écriture à laquelle je suis très réceptif. L'enfermement psychologique, doublé par le lieu même de l'enfermement. Elle est enfermée au premier étage. C'est un calvaire pour elle de descendre les escaliers pour atteindre le téléphone. Donc elle est complètement isolée par rapport à Jane qui n'arrête pas de monter et de descendre les escaliers, ce qui est la preuve de son pouvoir de déplacement par rapport à Blanche. Il y a quelque chose de vraiment fascinant qui m'a touché vraiment profondément dès qu'on arrive dans ce genre de scénario. Misery, c'était la même chose. Je devrais même le revoir, je pense. Ce serait une excellente idée, parce que je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu la première fois. Par exemple, il y a la scène de suspense, avec Blanche qui veut récupérer le téléphone au rez-de-chaussée pour appeler son médecin, pour lui dire que ça ne va plus, il y a vraiment un problème avec sa sœur. Et la première fois, elle n'a pas le courage de descendre, parce qu'elle arrive au bord, et elle voit que c'est tellement bas, et elle sait tellement pas comment elle peut passer cette étape. Elle crée donc la condition et le conflit, c'est-à-dire la quête de ce personnage de pouvoir descendre pour avoir le téléphone, mais sa résolution n'est pas tout de suite. C'est une résolution qu'elle aura plus tard. Donc c'est littéralement un setup pour un payoff. On set-up une mise en tension, un conflit, une quête du personnage, de s'échapper, de communiquer avec quelqu'un, et sa résolution, bien ou mauvaise, termine plus tard. Et ça, je trouve que c'est très très efficace. Et c'est vraiment une mise en condition classique chez le spectateur. Ce film, il vous mettra en valeur des types de rouages, de scénarios qui sont assez clairs
et qui sont en même temps très bien exécutés pour que ça soit efficace auprès de vous, même auprès, je pense, d'un public de 2019-2020. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans ce film qui touche l'être humain quand on parle de situations comme ça. Moi, je suis très sensible aux films sur les injustices. C'est pour ça que j'en regarde pas beaucoup, parce que je suis tellement projeté dans ces films-là qu'ils me font tellement mal que je n'en regarde pas trop d'un seul coup, parce que sinon je subis trop. Je subis beaucoup trop et je peine à les terminer. À cela s'ajoutent aussi des scènes qui sont choquantes. Alors, elles sont peut-être choquantes pour l'époque. Par exemple, un oiseau qui était dans la cage en guise de repas, c'est pas très choquant. Même si c'était celui de la cage, ce n'est pas une image choquante, mais c'est choquant parce qu'il y a eu un lien émotionnel qui est à l'œuvre. Donc encore une fois, on est dans une violence psychologique pour l'époque. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Mais pour l'époque, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez haut, et aussi quelque chose qui est de l'ordre du personnage même de Blanche, qui ne subit pas grand-chose, parce qu'elle est dans sa chambre, elle ne fait pas grand-chose, donc le moindre petit problème, elle y est très réceptive, parce qu'on justement, on ne la laisse pas s'exprimer, on ne la laisse pas aller vers l'extérieur. Donc, elle a très peu de lien avec le monde extérieur. Donc, la moindre petite chose, elle veut être au courant. Elle y est très réceptive. La réceptivité de ce personnage est décuplée. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui téléphone, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, elle veut savoir. Combien de fois elle demande à Blanche, mais qui c'était Et elle, mais c'est pas tes affaires, espèce de conne. Voilà. Donc, moi, je trouvais que cette sensibilité du personnage de Blanche était vraiment le bienvenu. Ça paraît un peu grossier, un peu exagéré, mais je pense que si on se projette un petit peu dans ce personnage, on ressent en fait ça, cette envie d'interaction, donc cette envie d'information du monde extérieur. On a eu de la chance d'avoir de très bonnes actrices comme ça, pour que je puisse moi-même me rattacher au récit, parce que l'introduction, elle est très confuse. Elle brasse des dizaines et des dizaines d'années, beaucoup trop vite. Alors, je dis que l'introduction, qui dure à peu près 15 minutes, brasse beaucoup d'années trop vite, et en même temps, il a du mal à démarrer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il met du temps à démarrer, alors qu'il est censé brasser beaucoup d'années en très peu de temps. Mais je pense qu'il s'agit d'une technique d'introduction et d'exposition qui me lasse, qui je trouve n'est pas très fine. Par exemple, quand l'agent de l'actrice de Blanche, il me semble, et le producteur parlent dans l'allée, dans le studio de cinéma, je trouve que c'est vraiment de l'exposition pour de l'exposition. Et ça, je ne suis pas très friand de ça. Les acteurs en parlent bien et donc ça passe. Mais je ne suis pas très friand de ce type de narration. Par contre, ce qui est plutôt bien, c'est la construction de l'apparition des sœurs, par la parole des voisins. On commence avec les voisins qui nous parlent des sœurs, donc on a envie de savoir mais à quoi elles ressemblent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de construire en fait l'apparition par leur absence, mais par la parole des voisins. Donc on construit vraiment le mythe comme si on parlait d'une star en fait. Mais une star, que ce soit l'une ou l'autre d'ailleurs, qui n'ont plus d'avenir. C'est un film sur l'absence d'avenir. C'est un film sur le passé qui fait vivre les personnages, qui fait vivre les désirs, ou les angoisses, ou les regrets. Et du coup, étant donné que c'est pas un film qui est tourné vers l'avenir, qui est plutôt tourné vers le passé, on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais puisqu'il s'agit des sœurs, on se doute bien qu'à un moment il va y avoir une résolution tragique. Mais on ne sait pas sous quelle forme. Et c'est là que le scénario peut être fascinant. Le passé motive ces personnages pour faire un petit peu n'importe quoi dans le présent, voire même faire des choses qu'elles ont déjà faites dans le passé, c'est-à-dire jouer des rôles, littéralement. C'est ce que fait Baby Jane à un moment, dans une scène où, devrais-je dire, un seul plan, qui est vraiment très bien, très juste, je veux dire. Le passé motive une absence de futur, parce qu'il y en a une qui regrette un temps passé, mais qui l'accepte, et une autre qui veut se replonger dans le passé, qui veut amener le passé vers le futur. Donc littéralement, elle veut revenir vers le futur. Il faut appeler Doc, absolument. C'est là que j'ai trouvé le discours, le film assez dans une impasse. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? J'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait se passer. On va dynamiser le récit avec certains éléments qui fonctionnent du coup très bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. C'est pas possible de prévoir ce qui va se passer. Jusqu'à la conclusion, qui est un twist final, tiré par les cheveux, pas forcément nécessaire, qui redistribue les cartes
de la culpabilité, puisque nous voyons que cet accident est provoqué par l'une des sœurs. Mais on ne nous montre pas laquelle, et on joue sur les couleurs. C'est ça qui est fascinant. On joue sur les couleurs des robes des sœurs, par rapport à ce que nous allons voir pendant tout le film. On se dit, ah celle-là, elle avait la tenue blanche, donc c'est cette sœur-là qui a fait l'accident, alors que c'est pas le cas. Donc il y a un retournement qui est plutôt bienvenu, mais qui n'apporte pas grand-chose, parce qu'on n'a pas le temps de laisser la puissance de cette révélation dynamiser un pan de récit. Le récit se termine déjà. Et je trouve ça regrettable, surtout que le dernier lieu du film, il est sans sas. C'est une plage, voilà. Les deux actrices sont sur une plage. D'ailleurs, au fond de cette plage, on voit la maison en 4e vitesse, Kiss Me Deadly. Je vous invite à revoir d'ailleurs la critique, ou à voir la critique si vous ne l'avez pas faite, de Kiss Me Deadly, que j'avais fait sur ma chaîne. C'est la vidéo précédente, tout simplement. Dans l'absolu, ce qu'on comprend dans le récit, c'est que la personne qui a appuyé sur le champignon de la voiture pour essayer d'écraser l'autre, eh bien, c'est elle qui a eu l'accident dans la voiture. Donc on se demande comment c'est possible de s'estropier la jambe quand on est en voiture, alors qu'elle roulait pas vite en plus. Comment, et surtout comment elle a pu louper sa sœur. Ça, je n'y ai pas du tout cru. Et pas de bol, c'est l'événement qui donne le film. Au départ, quand on voit la voiture foncer vers la personne et qu'on voit un accident, on se dit ok, c'est bon, la personne qui s'est reçue la voiture, elle a eu mal. Mais en fait non, c'est la personne qui était dans la voiture. Et là, ça fout tout en l'air. Là, c'est complètement con, parce qu'il faut faire un twist, parce qu'il faut dynamiser une fin de récit qui, encore une fois, on ne sait pas où ça allait. La fin du film, on ne sait pas où va le film, et le problème, c'est que le film ne sait tellement pas où il va, qu'il se termine en queue de poisson. Alors, on est habitué, tout au long du récit, on ne sait pas où ça va aller, donc on peut accepter que la fin n'aille pas là où on veut, et ne se termine pas clairement, très bien, mais ce twist, je trouve, est superflu. Et on aurait pu justement enlever ce twist et travailler une meilleure fin, une fin claire pour les personnages, que avoir ce twist qui dynamise quelque chose dans les conflits et surtout dans les regrets des personnages, que laisser ça en plan et en fait laisser l'émotion de cette révélation en plan et laisser la fin du film en plan. Parce qu'il n'y a plus le temps de créer quelque chose. Le film fait déjà 2h10. On peut pas faire un film de 3h30. Alors que moi, ça m'aurait pas gêné. Je peux vous assurer que ça m'aurait pas gêné. Plus on est âgé, plus les types de rôles peuvent devenir particulièrement restreints. Surtout pour les femmes, malheureusement. Il me vient alors en tête des duos d'acteurs ou d'actrices un peu âgés. Je pense par exemple à la scène qu'ils avaient faite, je sais plus pour quelle comédie musicale, avec Fred Astaire et Gene Kelly tout vieux qui sont en train de faire une espèce de duo de danse. C'est très fort, ça peut vraiment provoquer des bonnes émotions. Mais que ça ne devienne pas une blague ou presque prêté à un sketch comme c'est le cas dans un très mauvais film. En tout cas, j'en avais vraiment eu la très mauvaise impression après l'avoir vu. C'est Coup double avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, une espèce de machin assez pourri avec des vieux taulards qui veulent se refaire un espèce de braquage. Ils sont tout vieux, donc bien sûr il y a le décalage avec la nouvelle génération, avec ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'eux ils ont été en prison tout le temps. Je crois que c'était ça un peu l'idée, mais c'est un film vraiment très mauvais. Là on a quand même un film de qualité, un film d'actrice et de rivalité aussi bien devant que derrière la caméra, un véritable affrontement. Un affrontement qui commençait bien avant la création du film. Davis disait que Crawford avait couché avec toutes les stars masculines à la MGM, sauf Lassie. Leur relation ne rend que plus vraie leur interaction dans le film, comme un véritable match de boxe, à cause des frictions entre les deux actrices à l'extérieur. C'est-à-dire que le conflit qui est bien antérieur au film est bénéfique pour la construction de celui-ci. Dans le film, elles incarnent donc deux sœurs qui sont assez opposées dans le style, dans la façon de s'exprimer. On pourrait presque penser qu'elles sont des caricatures d'elles-mêmes, alors d'elles-mêmes en tant que personnes. Là, je m'avancerai pas forcément, je trouve que c'est compliqué, il faudrait que je voie beaucoup plus de
film de ces actrices pour en être sûr. Mais il y a quand même un malaise par la caricature du personnage, je devrais dire même par extension des deux personnages, parce que si on considère que ce que joue Baby Jane est une caricature de femme qui devient complètement folle, très égocentrique, on pourrait aussi penser que la caricature de la femme fragile, de la femme qui s'offusque ou qui est ultra sensible à peu près tout ce qui se passe autour d'elle, du côté de Blanche, du côté du personnage de Joan Crawford, on pourrait considérer aussi que c'est une caricature, mais dans un autre sens. Mais quand quelqu'un est aussi isolé, eh bien elle devient aussi de plus en plus sensible à quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. C'est un traitement de personnage en marge, c'est ce que je suis en train de vous dire. Enfin, vraiment le terme psycho peut être utilisé, c'est une psychologie tourmentée, avec une jalousie dévorante dès le départ, de la part justement de Blanche, et après qui va se déplacer sur Baby Jane. Quand on voit la scène où Baby Jane constate que on passe encore à la télévision encore un grand film de sa sœur, eh bien... elle a de la jalousie qui va descendre progressivement vers une folie, une sorte de relation complètement instable et bien trop injuste, parce que le personnage s'enferme aussi bien l'un que l'autre, mais l'un a l'ascendant sur l'autre, bien entendu. Donc il y a un manque de voir un monde extérieur et finalement discuter avec ce monde extérieur, parce que quand elle va, je crois que c'est à la banque ou à la poste pour poster un message, non voilà, c'était pour les petites annonces, parce qu'elle voudrait justement un peu revenir dans la lumière, donc elle poste une petite annonce, et bien il y a le jeune qui ne sait pas qui elle est, et donc elle justement, elle se dit, moi je suis une grande actrice et tout ça, et lui en face, il sait pas quoi dire, il est très gêné, parce que bien sûr il ne reconnaît pas certaines personnes, parce que c'est pas sa génération. Ce sont des gens très enfermés, ce sont des gens qui vont pas vers les autres, qui peuvent être réceptifs justement quand les autres viennent vers eux, mais eux n'iront pas vers les autres. Donc là, on a vraiment des cas, je trouve, on a vraiment des cas auxquels j'étais très très sensible. Enfin, toute la mécanique, voilà, la mécanique psychologique de ces personnages, je les trouvais vraiment très fascinante dans le film. Il y a une richesse. Le film recèle deux personnages très riches, avec des conflits internes, personnels et externes. Et tout ça dans une relation humaine très travaillée. C'est le but du film, c'est le cœur du film. On ne montrera jamais, par contre, les bons côtés de la vieillesse. Vous savez, il n'y a aucun côté glamour de ces deux stars. À part une dégénérescence, c'est ce qu'on peut vraiment appeler une vieille peau. Mais là, il manque peut-être quelque chose, mais c'est aussi dans l'objet de Robert Aldrich, de nous faire descendre. On ne fait pas descendre quelque chose de glamour, il y a un faux glamour dans le film, bien sûr. Celle qui pourrait peut-être le plus l'incarner, parce qu'elle n'a pas subi autant que l'autre actrice les méfaits de l'âge, c'est Joan Crawford. Mais là, elle est tellement sèche et tellement incapable de faire quoi que ce soit qu'elle ne peut pas représenter ce glamour. Elle a une interprétation très calme. Après, on pourrait considérer aussi que c'est un défaut de faire un peu la sainte à chaque fois, d'avoir un rôle très 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 passif. Vous savez, la sainte qui est confinée dans sa pièce, elle a un rôle passif parce que le film le veut ainsi, bien sûr. Jane coupe sa sœur du monde extérieur, utilise son argent pour payer un gros profiteur extérieur et se payer aussi des caisses et des caisses d'alcool. Je la trouve moins intéressante, mais nécessaire, bien sûr, dans cette optique-là, pour créer le contraste. Alors, ce qui est super, c'est que elle, par rapport à Baby Jane, elle a une quête. C'est la quête de se sortir de cette situation. Alors que celle de Jane, elle est beaucoup plus compliquée à discerner, ce qui est aussi en fait sa saveur. C'est là où le personnage d'Edwin intervient pour donner une quête à Jane. Mais pour juste revenir à Blanche, sa quête, c'est de sortir de cette situation. De quelle situation ? De la situation de contrôle de sa sœur, de la situation aussi du mensonge qu'elle a donné à sa sœur et qui a après créé ce conflit, et finalement, le plus externe des conflits, sortir de cette pièce, sortir de cette maison, avertir les voisins. Voilà, donc on a 3 niveaux de conflit. Je le dis brièvement, je pense que ça nécessite plus de travail sur le scénario, mais il y a 3 niveaux de conflit sur ces personnages. De même pour Baby Jane, il y a un rapprochement qu'on peut faire clairement avec Norma Desmond,
dans Sunset Boulevard, qui est aussi un film incroyable, ce Sunset Boulevard. Je ne vais pas vous en faire une critique à la suite de Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Je pourrais, ce serait tout à fait dans l'idée, dans la thématique, mais d'une part ce n'est pas un film de Robert Aldrich, et d'autre part c'est un film il y a eu beaucoup plus d'écrits, c'est beaucoup plus gros comme film, mais je vous conseille absolument, ceux qui n'ont pas vu Sunset Boulevard. On a une actrice, Norma Desmond, que rencontre le héros, qui est complètement figée dans le passé, qui se raccroche à ce passé, qui se repasse les films et qui invite de vieilles vedettes, dont Buster Keaton, justement, à une partie de poker ou de blackjack, je sais plus. Et c'est vraiment quelqu'un qui est enfermé dans ce passé et qui devient complètement folle. Et ici, nous avons un peu la même idée, mais la petite nuance, c'est que Baby Jane, elle veut ramener le passé au présent. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la fin est aussi un petit peu similaire, puisqu'elle se donne en spectacle de leur gloire passée devant un public qui n'est pas le bon, on va dire, clairement. Eh bien ici, Baby Jane danse sur la plage devant un public. Alors, dans les deux scènes, le public est à chaque fois présent, mais il n'est pas là pour les bonnes raisons. Ou en tout cas, pas pour les raisons que les deux personnages s'imaginent. Donc il y a un désir d'adoration d'un public, mais d'un public qui n'est pas là pour ça, d'un public qui ne l'adore pas, pour retrouver bien sûr une sorte d'impression, de feeling, d'adoration d'antan. Et ce sont donc deux films emplis d'une grande tristesse, une triste folie on pourrait dire de la part de ces deux personnages. Mais être fou, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément détecter et qu'on peut forcément guérir aussi facilement, parce que s'il n'y a pas une personne qui nous dit, donc quelqu'un qu'on aime, qui nous dise les choses, c'est compliqué de se rendre compte de son état. Son personnage oscille entre des émotions très extrêmes et c'est difficile après de confronter cette personne à la réalité. Alors elle se confronte avec des gens plus jeunes qui ne la reconnaissent pas du tout, oui, et dans ce cas-là c'est une sorte de véritable comédie qu'elle se fait. Par exemple, on a Edwin, donc cette espèce de profiteur qui vient de l'extérieur, qui répond à l'annonce de Baby Jane, qui fait semblant d'en avoir quelque chose à battre de Baby Jane. Et cette dernière est convaincue qu'elle peut remonter sur scène dans l'état où elle est grâce à cet homme-là, qui est un simple profiteur pour avoir des copecs, quoi, avoir du pognon, de la fouze. Et c'est vraiment très grotesque en fait comme situation, et c'est très gênant. Il y a vraiment une grande injustice et une gêne qui s'installe chez le spectateur quand il voit le spectacle qui est déroulé devant lui, allant jusqu'au même visuellement. Je veux dire, il y a un costume complètement grotesque pour définir Davis, le personnage joué par Davis, quoi, une extension de costume d'enfant. J'avais l'impression que des fois qu'elle se baladait littéralement en pyjama. Elle est juste dégueulasse, monstrueusement dégueulasse. Elle est habillée comme une petite fille des années de sa jeunesse. Encore une fois, une personne bloquée dans le passé. Une robe blanche en dentelle qui rappelle la poupée, un vestige littéralement. Et cela s'accorde, ça arrive même au climax, pas une climax du film, mais la scène climax de cette gêne. C'est la performance d'adulte très gênante quand elle chante sa musique, là, sa chanson I've written a letter to daddy. Alors là, c'est très très horrible et en même temps, il y a une grande grande tristesse quand elle chante ça. Il y a vraiment quelque chose de très perturbant et de très touchant, gênement touchant. Ou touchamment gênant. Ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment quelque chose, moi j'étais très 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 touché, très ému par cette scène-là, parce qu'il y a quelque chose de très horrible en fait de la personne qui ne voit pas d'avenir et qui ne voit pas de perspective en fait que la remise au présent de son passé. Le maquillage est tout aussi grotesque. Bette Davis a fait elle-même le maquillage, un maquillage excessif, et de ce que j'ai cru comprendre, elle ne le lavait même pas. Elle remettait une nouvelle couche chaque jour, donc ça s'empilait et ça devenait vraiment à la couleur, je sais pas ce que ça donnait, mais en noir et blanc, c'est assez génial. Vous savez, ce que j'aime quand je regarde des vieux films, pour en faire justement une vidéo, pour vous présenter un petit peu le film, c'est que je lis des textes qui ont vécu. Et ce que j'aime dans ce genre de critique, c'est lire des textes qui citent d'autres films et ainsi les découvrir. Et concernant le maquillage, eh bien, il y avait deux pistes qu'un texte évoquait. C'était The Virgin Queen, qui date de 1955. En français, vous pourrez trouver sous le nom de Le Seigneur de l'Aventure.
et Mr. Skeffington, qui date de 1944 et qui est en français « Femme aimée et toujours jolie ». Si vous voulez avoir plus de réponses, plus de références esthétiques au maquillage de Bette Davis, vous aurez peut-être des pistes, ou en tout cas vous verrez qu'il y a des choses en fait qui font écho, sachant que ce film-là, je vous le rappelle, il date de 1962. Le personnage d'Edwin, eh bien c'est lui qui va lancer la quête, une quête assez claire, puisque pour l'instant, juste avant qu'il ne se présente, eh bien Baby Jane n'était considérée que comme un obstacle pour Joan Crawford, pour le personnage de Joan Crawford. Avec Edwin, eh bien, on a une quête qui est lancée par Baby Jane, par elle-même, avec cette annonce, qui est la quête de retrouver de la célébrité. Sauf que ce personnage d'Edwin, eh bien, c'est en même temps un adjuvant, mais en même temps un opposant, puisqu'il va l'aider en donnant l'illusion qu'elle va y arriver, et en même temps, c'est une opposition que de bercer l'illusion, le personnage dont c'est la quête. Et en même temps, cet homme, il semble pas mauvais, mais c'est juste qu'il est pauvre et il fait ce qu'il faut pour avoir un petit peu d'argent, pour lui et sa mère. Sa mère qui veut que son bon gros poussin puisse s'en sortir, et donc elle va l'aider. Alors, en plus, la scène du téléphone, elle est assez délicieuse, puisqu'elle dit « Je vais téléphoner à ta place et dire que je suis ta secrétaire ». Et lui, il en rajoute « Oh oui, ça fera plus riche !» Parce qu'ils sont pauvres, et je trouvais ça délicieux. Et après, la conversation qui suit est aussi drôle que minable, avec Baby Jane qui fait la mine quand elle entend que c'est sa secrétaire, et après pour fixer le rendez-vous, elle vérifie si elle n'est pas trop surbookée en faisant mime de regarder un agenda, c'est ridicule, quoi. Vraiment, Baby Jane a la conviction d'être sur le retour avec Edwin. Ce qui est terrible et gênant, la situation entre Edwin Flagg et Baby Jane. Il y a quelque chose de terrible. Et on a encore un dernier personnage qui n'est pas un personnage qui reste très longtemps dans le film, qui n'est pas très présent. Je ne parle pas des voisines, mais je parle de Elvira, qui est la femme de chambre, qui est l'adjuvant plus dévoué, le personnage, j'entends par là, le plus dévoué, le plus bénéfique pour le personnage joué par Joan Crawford, qui est une véritable menace, un véritable obstacle pour Baby Jane. Donc voilà, encore une fois, chacun a ses adjuvants et opposants, mais Elvira est vraiment un bon personnage, un personnage qui rassure le spectateur quant à la condition de Joan Crawford. Quand elle est là avec sa sœur, bien on ne sait pas si le personnage de Blanche, ça va tenir ou non, en fait, la psychologie, physiquement, et dès qu'Elvira est là, eh bien, on respire. On se dit, ah, c'est bon, elle est là. Le film est vraiment de qualité sur ses créations de personnages, et tout cela est mis en scène, bien sûr, avec un grand talent. Alors, le film est, soi-disant, semble-t-il, sous l'impulsion de Crawford qui a lu le livre. J'ai pas eu forcément les sources qui m'ont confirmé cette idée-là. C'était une aventure à haut risque. Et donc, c'était une petite production, avec des coupures de budget assez importantes pour ne pas perdre ses stars, même si c'était des stars vieillissantes. Et les actrices ont décidé aussi de baisser leur salaire pour le film, mais de partager les profits du film. Crawford souhaitait 10% du profit net et $40,000, et Davis 5% du profit net et $60,000. Aldrich a été littéralement un arbitre lors d'un combat à l'écran et derrière l'écran. Il passait beaucoup de temps à rendre les deux actrices heureuses, sans prendre parti. Et cette animosité, il en était tout à fait conscient, était idéale pour vendre un film pareil. Le tournage était difficile entre les deux actrices. Quand Crawford arrivait au studio, elle a été suivie d'une véritable armada de larbins, alors que Davis, eh bien, elle y allait toute seule. Il y avait une jalousie, que l'une ait plus de gros plans que l'autre, des petites vacheries, des petits caprices pour gêner l'autre tout au long du tournage. Par exemple, Crawford invitait l'équipe à voir une fiction dans laquelle elle jouait, et derrière, Davis chantait sa chanson du film pour lui casser les pieds. Crawford qui pleurait pendant les tests de costumes. Davis qui alla en secret voir la coiffeuse de Crawford pour trouver la solution pour sa coupe de cheveux, parce que la perruque n'allait pas pour Aldrich. Et donc ils en trouvent une qui allait parfaitement à Davis, et cette dernière l'adorait, mais il s'agissait d'une perruque que portait Crawford dans un film Our Blushing Bride, qui date de 1930, ainsi que la scène où Baby Jane
tape sur Blanche, eh bien Crawford demanda une doublure, une poupée, parce qu'elle craignait qu'elle la tape vraiment. Mais quand il y avait des gros plans, eh bien la doublure ne pouvait pas être vraiment là, des fois elle ne pouvait pas être là, et là il y a eu contact. Et la semaine suivante, lors des scènes où Jane devait porter... non, je crois qu'elle le traîne dans le film. Jane doit traîner Blanche hors du lit. Eh bien, Crawford savait que Davis avait des problèmes de dos, et donc elle mettait tout ce qu'elle pouvait sur elle pour être la plus lourde possible. Vous savez, des petites violences comme ça un petit peu partout qui ont saupoudré toute la production du film. À sa sortie, les critiques étaient très dures. Ils disaient que ça ressemble à un élève qui veut faire un film comme Hitchcock, mais qui ne va jamais au-delà. C'était une critique de Peter John Dyer dans Sight and Sound d'été 1963. C'est vachement violent de dire ça, mais quand vous voyez le film, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer un film d'Hitchcock. Mais je considère que ne pas arriver à aller au-delà n'est pas un problème quand le film arrive à déjà puiser toute la grammaire du cinéma bien rodée par Hitchcock dans ses films, à faire une sorte de copie. Comme il disait, faire un élève qui fait un film comme Hitchcock, pour moi, n'est pas une vulgarité et ne descend pas la qualité d'un film. Au contraire, si le mec arrive à faire un film comme Hitchcock, c'est qu'il a déjà assimilé des techniques, aussi une violence psychologique qui est à l'œuvre dans les films d'Hitchcock. Et ça, je trouve que c'est déjà une très bonne chose pour le film. Le film est en noir et blanc, pour créer le contraste, comme dans certains films d'Hitchcock. Davis est en blanc, Crawford est en noir, alors qu'on aurait pu penser le contraire, vous savez, que la plus pure, elle est en blanche, la plus méchante, elle est en noir. Mais ça rajoute le malaise, vous savez, surtout quand on fait du noir et blanc. Et c'est en même temps pour aller avec la couleur des cheveux. Tout cela est là pour créer un contraste, pour créer une tension, et le réalisateur générait cette tension avec l'utilisation de l'ego des actrices, c'est-à-dire qu'il montre leur désir de la célébrité aux deux actrices qui dépassaient le stade du film même, en montrant ces gros plans. Par exemple, il y a un moment, il y a une utilisation du zoom que j'ai beaucoup aimé dramatiquement, c'est Baby Jane qui lit le message de détresse de Blanche, qu'elle avait lancé comme ça à l'extérieur en espérant que la voisine pourrait avoir le message. Eh bien non, malheureusement, c'est Jane qui l'a trouvé. Voilà, ça je trouvais que c'était vraiment une utilisation du zoom dramatique pour encore arriver à un gros plan. Je crois que c'était plutôt un plan épaule, la fin de cadrage, mais il y a aussi d'autres cadrages qui jouent sur les miroirs, les lumières, quand elle entend vaguement des voix en fait dans la pièce et qu'elle voit sa poupée et qu'elle commence à chanter, c'est terrifiant. Ça fait froid dans le dos, vraiment, cette séquence-là, elle fait froid dans le dos. Il y a aussi un plan très efficace. Baby Jane, elle est au téléphone et elle change sa voix pour imiter la voix de sa sœur. Et il n'y a aucune coupure dans le plan. Et ça m'évoque vraiment le changement de personnalité du personnage dans Split. Et bien là, on a un petit peu la même chose à la voix et finalement aussi un peu dans le visage. Et dès qu'elle a terminé la conversation, brout, on a de nouveau une mine d'enterrement. Il y a aussi des points de montage qui sont assez forts quand elle fait son numéro de téléphone. Elle se retourne, elle regarde quelque chose d'hors champ, mais on ne sait pas quoi. Et après, cut, on voit Elvira. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser typiquement à un plan où on a Elvira qui est en fond, ou qui descend doucement des escaliers, et on verrait le Baby Jane qui est là devant en train de discuter. Pour créer, attention, il y a quelqu'un derrière, on sait très bien que c'est Elvira, mais étant donné que là on n'est pas sur une menace physique, ça sert à rien de la voir hors champ. Parce que souvent on crée justement quelqu'un en hors champ par rapport à ce qui est au premier plan pour générer une tension physique entre les deux personnes. Souvent quelqu'un avec un couteau, ou pour montrer que la distance entre cette personne qui est en fond et cette personne au premier plan va s'amenuire, et donc le destin fatal de la personne au premier plan va peut-être arriver à son terme. Alors que là, on est plus sur l'idée de jugement, finalement, de sa personnalité par quelqu'un qui est plutôt avec sa sœur, avec Blanche. Donc là, on fait plutôt une coupe pour montrer Elvira que forcément créer un suspense physique, on va dire, en montrant les deux personnages dans le même plan. Il y a aussi une scène de suspense, où on joue sur le montage, avec Blanche qui descend, quand je vous disais,
setup payoff, à un moment elle descend vraiment les escaliers pour prendre le téléphone, pendant que Jane revient à la maison, a fait bien sûr tout un système de montage en alternance pour montrer qu'elle se rapproche de plus en plus, et il y a la voisine qui l'arrête encore, pendant que bien sûr la Blanche elle sait pas qu'il y a sa sœur qui revient. Il y a quelque chose de trépidant dans cette séquence, et c'est une séquence toute simple de montage, de suspense, mais je dois bien vous avouer que ça ne vaut pas la scène de suspense avec l'aspirateur dans l'affaire Cicéron avec James Mason. Alors cette scène de suspense, elle est incroyable. Il y a aussi du suspense pour Baby Jane, quand elle doit amener malheureusement le corps d'Elvira qui est sans vie. Un peu le même suspense que pour Norman Bates, vous savez, il y a des échos qui se font avec des films qui entourent Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Et puis il y a aussi d'autres scènes qui sont marquantes quand elle entend sa poupée chanter et qu'elle complète la chanson quand elle n'entend plus la voix. C'est aussi quelque chose de très efficace dans les plans, un choix de lumière, de cadrage, de profondeur de champ aussi. Je pense qu'ils sont, davantage puissants puisqu'il s'agit de scènes, comme d'autres aussi, qui mettent au centre que Baby Jane. Des scènes qui ne doivent pas composer avec Crawford. Et là, je pense que l'actrice, en plus, s'est fait plaisir puisqu'elle sait qu'elle était au centre de cette scène-là, qu'il n'y avait pas Crawford avec elle. Donc elle a pu se livrer davantage à une performance de regard et de gestuelle. Et en parlant de chant, j'ai écrit une lettre à papa, là. Le motif musical, quand Blanche parle à sa sœur, on a une orchestration légère de ce thème-là, mais aussi une orchestration beaucoup plus forte, beaucoup plus animée quand il y a des scènes de suspense ou des scènes de panique. Donc c'est vraiment cette scène-là qui est presque, ce chant qui est presque à la base en fait de tout dans le film, la base de la jalousie de sa sœur Blanche au début du film, et après malheureusement ce passé d'enfant star qu'elle traîne avec elle pendant toute sa vie, donc qui est lié à cette chanson-là, on va dire, dont c'est le symbole, on va dire, qui amène après à cette dégénérescence que nous avons pendant le reste de la durée du film quand elle est âgée. Et je pense que c'est bien de l'avoir repris et de l'avoir décliné dans différentes orchestrations pendant certains moments du film. Ça, c'est vrai que c'est fort, et je trouve que c'est même quelque chose de... que c'est vrai qu'on a tendance à plus l'entendre en fait dans les films, là, parce que la musique de film a beaucoup changé, mais l'orchestration différente d'un même thème, c'est quelque chose qui était quand même assez courant. Quand vous tendez l'oreille dans le film, vous l'entendez assez clairement. Le film a été classé X au Royaume-Uni, mais bon, la réception des horreurs, vous savez, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ce que Baby Jane sert à sa sœur, un cadavre d'un animal, eh bien ça horrifiera certains, mais ça en fera glousser d'autres. Alors c'est aussi une forme de violence à l'époque, ce qu'on voyait à l'écran, de ce genre de choses. Mais il faut bien dire que maintenant ça a pris un petit coup de vieux, mais ça reste encore une fois, comme je vous l'avais dit avant, de la violence psychologique. À la cérémonie des Oscars, Bette Davis était nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, mais elle voit la récompense échoir à Anne Bancroft. Et c'est Joan Crawford, en accord avec cette dernière, alors absente, qui est allée chercher la statuette sur scène. Il a essayé de faire revenir les deux actrices, Robert Aldrich, pour un film qui s'appelle Chut Chut Chère Charlotte, mais Joan Crawford n'a pas pu faire le film pour des raisons de santé. Je ne sais pas si c'était vrai, mais il semblerait que c'était le cas. Je n'ai pas vu le film encore, mais j'essaierai de le voir. Roger Ebert, mon pote Roger, notre pote Roger, et il a fait une critique de ce film. Alors ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu, que dit-il sur le film ? Il disait que le décor était coupé en deux, comme les deux dimensions du film représentées par deux personnages, avec un étage représenté par Blanche paraplégique et un rez-de-chaussée représenté par Baby Jane dérangée. Et Roger Ebert met en valeur le fait que le film a eu un impact en 1962. Il dit qu'aujourd'hui, en tout cas dans les papiers un peu plus récents qu'il a fait, les gens ne connaissent pas les stars et ne réalisent pas à quel point les deux actrices ont, sali leur image avec l'encadrement d'Aldrich. Et ça, c'est important de voir que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait des cassures dans l'aspect glamour, par exemple, qu'il aurait auprès du public.
Ça se fait peu aujourd'hui. On a peut-être eu un exemple il y a quand même quelques années maintenant avec Monster, avec Charlize Theron. On savait que c'était une belle femme, mais Monster a vraiment cassé, mais littéralement l'a rendu vraiment laide. Et je trouve que la performance de Charlize Theron dans Monster peut peut-être se rapprocher, même si bien sûr on n'est pas aussi sur les mêmes âges, hein, mais ça peut peut-être se rapprocher de ce qu'ont voulu faire Robert Aldrich, Joan Crawford et Betty Davis avec ce film-là. C'est un film fascinamment répulsant. Vous savez, je suis content de l'avoir vu parce que il y a eu un plaisir que quand vous ne connaissez pas le film et qu'il vous touche, vous avez ce plaisir de déguster chaque image et chaque son qu'il recèle, et c'est pour le coup une très bonne découverte. Très bonne découverte, je lui mettrai un bon 15 sur 20, pas plus parce que la fin, je trouve que le film prend son temps, et tout d'un coup la fin elle te coupe l'herbe sous le pied, mais vous savez, tchac, avec un katana quoi. Et moi ça m'a beaucoup frustré. Je vous invite aussi, pour ceux qui aiment bien les séries, à voir Feud, justement la série Feud qui était un peu, de ce que j'ai cru comprendre, l'animosité qui entourait de ces deux actrices. C'est une série qui se concentre sur ces deux actrices-là avec Jessica Lange et Suzanne Sarandon. J'ai terminé cette critique, encore une fois une critique extrêmement longue, mais je suis content d'avoir fait sur ce film. Si ça peut vous donner envie, avec Kiss Me Deadly précédemment, de voir un petit peu plus de Robert Aldrich, moi ça m'a motivé pour essayer d'en trouver d'autres qui sont bien. Je continuerai peut-être avec Chut Chut Chère Charlotte, mais ce sera pas la prochaine critique. La prochaine critique, on revient sur des trucs un peu balourds, un petit peu nuls, mais j'ai envie quand même d'en parler pour clarifier des choses et aussi clarifier mon point de vue vis-à-vis de ces films-là. Mais je vous en dis pas plus, vous aurez la critique incessamment sous peu. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci beaucoup pour le soutien. Vous avez vu que je fais plus beaucoup de vidéos, mais vous inquiétez pas, c'est toujours en construction, hein, mais ça prend plus de temps, et maintenant j'ai peut-être trouvé un rythme de délaissement, un rythme voilà, où je ne mets plus du tout de pression, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, même si ça me rend plus paresseux, pourrait-on dire. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien. Nous approchons doucement de la fin de l'année. Vous savez ce que ça veut dire, la fin de l'année? Ça veut dire la FAQ que je commencerai en décembre, uniquement en décembre. Je ne vais pas commencer en novembre, mais elle va s'étaler un petit peu aussi sur l'année suivante. Je vous remercie vraiment d'être là. N'hésitez pas à faire un tour sur le Facebook où je poste d'autres trucs, des fois des textes ou d'autres vidéos qui n'ont pas forcément à voir avec ma chaîne, mais des fois des trucs sur le cinéma ou quoi que ce soit. Des bandes annonces aussi, ça arrive. Je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!